Bien, bonjour à tous. Alors, enregistrement, un petit peu plus de son. Enregistrement donc de la deuxième vidéo concernant cette fois-ci la scène 1 de l'acte 1. Il m'en reste une autre. Je vais commencer par la fin, je reprends par le début, mais bon, on aura fait tous les textes. Je commence donc par l'objectif étant de traiter l'ensemble des éléments qui vous ont été proposés donc concernant cette première vidéo et ce premier texte, et de rebondir sur la vidéo précédente. Alors, d'abord, je remercie les élèves, en l'occurrence rares, mais tout de même existants, qui ont réagi aux vidéos précédentes, et je vous engage tous à réagir dans la mesure où ça me permet de rectifier le tir le cas échéant lorsque il y a rectification à proposer. Et je vous engage tous donc, en tout cas, à suivre ces vidéos parce que je crois qu'elles peuvent vous aider effectivement à traduire les éléments qui sont écrits, à les rendre plus digérables, à les utiliser correctement. Donc je vais insister sur ce point-là dans cette vidéo en particulier. Je vais aussi tâcher de faire une vidéo plus courte puisque j'ai été obligé de couper en deux la précédente, donc je veillerai au temps pour ne pas dépasser la demi-heure pour ce premier enregistrement. Il y aura donc un deuxième enregistrement par la suite. Alors, l'objectif est toujours le même, il s'agit d'utiliser les documents écrits que je vous ai envoyés en PDF, le document concernant l'acte 1 et le document concernant l'explication de texte. Jusque-là, donc à vous d'avoir ces documents sous les yeux au moment où vous lisez ou vous suivez cette vidéo. Pour vous mettre un peu plus dans la situation de l'oral, je vous propose deux questions de grammaire sur ce texte, donc qui commence à la ligne 26 et qui va jusqu'à la ligne 48. J'avais assez fait pour l'espérer, ce qui permettra donc de comprendre, en tout cas pour moi de vous faire comprendre, dans quelles conditions cette question de grammaire peut être intégrée ou non à l'explication, et deuxièmement, ce qu'on vous demande exactement de faire. Donc je vais le faire en l'occurrence pour vous. Alors je vous proposerai donc deux questions de grammaire. La première qui va de la ligne 31 à la ligne 33. Il s'agit de la phrase « Mais quand il aura teinté le matin, pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en deux pas, il est à ma porte et craque en trois sauts. » Point de suspension. Avec la question, vous commenterez la subordonnée dans cette réplique. Deuxième question possible, il y en a deux, mais évidemment pour l'oral vous n'en auriez qu'une, mais au moins, dans la mesure où vous ne pouvez être interrogé que sur ce qui se trouve dans les trois éléments imposés à la classe de première, à savoir la négation, l'interrogation et les subordonnées circonstancielles, je m'applique donc à utiliser des questions de grammaire qui portent sur ces trois sujets ou sur l'un de ces trois sujets. Deuxième question, ligne 38 à 40. Alors, c'est dans la phrase « il y a mon ami », mais particulièrement à partir de « mais non pas chez sa femme, c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas ». Alors, on peut revenir évidemment un petit peu en arrière, puisqu'il s'agit quand même de rapprocher ce « non pas chez sa femme » du verbe auquel ce complément circonstanciel essentiel, donc appelé par le verbe, est rattaché, à savoir « veut rentrer ». Donc voilà pour les deux questions de grammaire. Mais je vais commencer par la lecture du PDF concernant l'explication, enfin cette lecture, cette transcription plutôt, de manière à vous donner l'idée de ce que vous pouvez faire comme préparation, comme fiche et comme présentation orale. Un d'entre vous m'a proposé de me faire un oral, je vous y engage, je vous rappelle, j'avais proposé un travail que personne ne m'a répondu. Une petite préparation orale qui vous durerait 8 minutes dans les conditions du bac et pour laquelle je pourrais vous envoyer un corrigé. En tout état de cause ici, je vais essayer de vous montrer comment on peut utiliser ce document qui est très complet, très circonstancié pour construire un oral.
Alors, c'est l'un des documents, donc c'est le document que j'ai construit à partir de l'armature que m'avait proposée une collègue, qui me paraît intéressante parce qu'elle rappelle l'organisation du propos de l'oral, et notamment la place de la lecture expressive par rapport aux éléments de l'introduction, la lecture expressive venant avant la présentation de manière canonique, en tout cas avant la présentation de la dynamique du texte, qui doit être très simple, et de la problématique, ce qui paraît compréhensible. Donc, pour le document que nous avons sous les yeux, il présente alors la présentation générale de l'auteur et du siècle, du mouvement, dont j'ai dit qu'elle était à remplir par vous, de toute façon va être très rapide dans la mesure où il s'agit de tenir au maximum 2 minutes, à la fois pour ce petit 1, présentation générale, et pour la présentation de l'extrait et la lecture expressive. Autrement dit, pour tout ce qui concerne l'introduction, on ne vous demande pas expressément de faire un projet de lecture dans le sens problématique affirmé, même si moi je vous conseille tout de même de le faire, mais en tout état de cause, ça signifie que la présentation de l'extrait ne sera pas aussi développée que ce qu'il y a sur ce document. En revanche, vous pouvez vous en servir bien sûr pour nourrir par exemple un entretien qui porterait sur Beaumarchais, et si vous êtes intéressé ou si vous voulez lancer la discussion à partir de cet extrait-là, ce qui est possible, on peut très bien entrer dans l'œuvre à partir d'un extrait, eh bien vous pourriez très bien vous servir de ces éléments précis qui sont proposés et qui permettent effectivement de lancer une discussion avec l'examinateur lors de l'entretien. Alors, revenons à notre explication. Vous avez donc un document dans lequel il y a 3 colonnes, le texte d'une part, sur lequel je m'appuie pour mettre en valeur un certain nombre de procédés littéraires, tous azimuts d'ailleurs, procédés énonciatifs, valeur des temps, les figures de style, la syntaxe, et dans la troisième colonne, donc, l'analyse et l'interprétation de ces phénomènes dans le cadre, en l'occurrence, d'une problématique qui a été présentée dès le départ. En l'occurrence, c'est ma problématique générale, vous pouvez la rendre beaucoup plus simple, puisqu'il s'agit de ne tenir que 8 minutes, mais bon, elle peut tout de même orienter en partie le projet de lecture que vous allez proposer. Partons très simplement des éléments d'une part de présentation de l'extrait et d'autre part de la dynamique du texte. Je vais d'ailleurs partir de l'inverse, de la dynamique du texte. La dynamique que j'ai fait apparaître dans ce document vous montre qu'il y a 2 mouvements. La révélation de la part de Suzanne à demi-mot, donc des prétentions adultères du comte, et le décilement de Figaro au sujet du droit du seigneur. Nous avons en effet une situation, et c'est là qu'on peut revenir au point 2 concernant la présentation de l'extrait, une situation dans laquelle Figaro est aveuglé, n'a pas encore ouvert les yeux, on ne lui a pas ouvert les yeux, sur la situation entre le comte et Suzanne. Figaro donc, qui se réjouit d'obtenir la chambre du château la plus commode, c'est l'information qui crée une tension entre Suzanne et Figaro dès le début de la pièce et dès le début du passage, et il s'agit, par une discussion qui est lancée par Figaro qui veut avoir une explication, on dit une raison, ligne 21, il s'agit donc de la part de Figaro d'obtenir des explications claires, des arguments concernant ce refus. Et c'est parce qu'il cherche à en obtenir et qu'il argumente dans son sens concernant le caractère extrêmement commode de cette situation qui tient le milieu des 2 appartements, dit-il, qu'il va présenter sous la forme d'une espèce de petite comédie, avec donc cette formulation très farcesque, zeste en 2 pas tu es chez elle, crac en 3 sauts me voilà rendu, qui va faire réagir Suzanne, laquelle réutilise les mêmes éléments, et c'est cette réutilisation sur laquelle il va falloir être un peu plus précis pour l'explication, de manière à faire entendre autre chose, à proposer une autre version de cette réalité.
Et du coup, parce qu'elle a utilisé les mêmes éléments que ceux qu'avait utilisé Figaro, comme elle les a retournés contre lui, sous la forme d'une rétorsion, comique ici, mais il n'empêche que c'est une rétorsion tout de même, eh bien Figaro ouvre les yeux et s'aperçoit que quelque chose lui a échappé, et donc il donne la parole à Suzanne, qui se lance dans une réplique par laquelle elle explicite, littéralement, sous la forme d'un présentatif par exemple, il y a mon ami, ce qui s'oppose à sa vision des choses, d'où l'utilisation des deux négations sur lesquelles je vous interroge, d'où aussi euh, la subordonnée temporelle à partir de laquelle ligne 31 elle s'appuie pour prendre le contre-pied de son propos avec une subordonnée temporelle au futur, au futur antérieur. Donc on verra de quelle façon elle les utilise. Alors, concernant les éléments, donc ça c'est pour les éléments qui sont dans l'introduction. Et là vous voyez déjà il y a quand même pas mal de choses à dire pour situer le passage et pour en comprendre parfaitement l'organisation. Évidemment, dans la deuxième partie, donc ce deuxième mouvement qui est enclenché dès lors que Figaro ouvre les yeux et dit qu'entendez-vous par ces paroles, c'est à peu près ça, c'est à peu près là que je me suis arrêté si mes souvenirs sont bons, ligne 34. On a donc une accélération de l'échange et cette fois-ci une discussion sur la question des plaisirs du comte et du droit du seigneur et des espérances de Figaro qui donc attendait que le comte en l'occurrence lui fasse des cadeaux plutôt que de profiter de sa femme. Et donc cette opposition entre deux visions des choses va déclencher la tension dans toute la pièce, puisque c'est précisément cette opposition qui va nourrir à la fois les relations entre le maître et le valet autour du mariage repoussé, proposé, et ainsi de suite, relancé, mis en cause, et va nourrir aussi un certain nombre des épisodes, l'épisode de Chérubin, l'épisode entre Figaro et sa mère, d'ailleurs je viens de perdre son nom bien évidemment, ça m'énerve, Marceline, et l'épisode concernant Fanchette et Chérubin, bon, bref, un certain nombre d'épisodes donc, qui s'associent les uns aux autres, qui s'entrecroisent parfois, et qui viennent nourrir la discussion. Mais ici, nous sommes dans une scène d'exposition, et cette scène d'exposition, précisément, fonctionne à partir d'une tension au moment d'une installation dans un appartement. Installation dans un appartement, installation de la pièce. On a ici un parallélisme parfait, et c'est ce parallélisme qui est d'ailleurs, j'ai mis sur Pronote l'adresse YouTube donc de la représentation de la comédie française, la représentation du mariage de Figaro par la comédie française. Et on voit bien dans cette représentation, c'est dans les premières minutes, ça va très très vite à regarder, combien l'installation dans la chambre et l'installation de la pièce sont parallèles, puisqu'au fur et à mesure que le passage que vous avez à commenter se déroule et que Figaro dit « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu ?» Il y a une pause et Suzanne va fermer la porte qui est en fait une espèce de toile peinte qui est encore devant la profondeur de la scène, et lorsque ce rideau, cette toile peinte se relève, il y a derrière le décor, les personnages statiques, en position, quasi statique, puisque la comtesse se retourne au moment où Suzanne parle des plaisirs du conte, et donc au moment, à chaque fois qu'elle parle d'un personnage, Basile, le comte, sa femme, elle les désigne, présents sur scène, et elle joue le rôle, en l'occurrence ici, du personnage protatique du théâtre grec, autrement dit un personnage qui commente la pièce qui va suivre avant qu'elle ne commence, sans faire partie, pour le personnage protatique, du personnel de la pièce. Ça n'est pas le cas de Suzanne et de Figaro, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la représentation de la comédie française, quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce d'intervention sur la pièce à venir, et de monstration au fur et à mesure des personnages concernés, d'autant plus d'ailleurs que Figaro entre sur scène à partir du théâtre lui-même, ce qui est un fonctionnement assez régulier, indiquant
qu'il y a une espèce d'interpénétration entre le monde réel et le monde imaginaire de la pièce. Avec la disparition du fameux quatrième mur, hein, qui serait celui qui nous séparerait, transparent, mais un mur quand même, des acteurs. Donc voilà pour les éléments de présentation générale de ce texte et de compréhension. Il s'agit de comprendre que cette espèce de querelle de couple entre Suzanne et Figaro a été déclenchée par l'aveuglement de Figaro, lui-même qui est celui qui a toujours une intrigue dans son esprit et qui perçoit fort bien les caractères qui l'entourent, les psychologies qui l'entourent, et précisément celui qui a eu les yeux fermés, qui a été aveuglé, et donc c'est Suzanne qui se charge, enfin, de lui expliquer la situation. Et c'est à partir du moment où précisément cette espèce de roman, ou tout d'une presque d'idylle domestique, c'est l'expression que j'ai utilisée dans l'explication, est mise en danger, et que Suzanne propose une autre lecture des événements, et ça n'est pas pour rien que je parle de lecture bien sûr, et bien c'est à partir de ce moment-là que la pièce commence et que va se décider la façon de passer de ce déséquilibre à un équilibre nouveau, ce qui va être le cas à la fin de la pièce. Donc voilà ce qu'on peut utiliser pour mettre en tension ce passage et tout simplement en comprendre la dynamique. On voit bien la bipartition des deux passages, le rôle dominant de Figaro d'abord, puis de Suzanne, et Suzanne qui apporte un élément absolument essentiel et qui change, c'est donc une péripétie en l'occurrence, hein, et qui change la psychologie de Figaro, qui va immédiatement réagir et produire une stratégie qui va d'ailleurs décrire plus précisément dans la scène 2 et qui va mettre en œuvre, hein, puisque effectivement toute la pièce repose sur les stratégies mises en œuvre par Figaro. Alors, concernant les éléments qu'on peut utiliser pour une explication de 8 minutes, j'indique par exemple au début qu'il y a constat d'une apparente contradiction, puisqu'en effet, Figaro est étonné que Suzanne réagisse d'une façon agressive, alors même que, selon lui, c'est la chambre la plus commode du château. On le voit dans l'opposition entre prendre de l'humeur, donc l'expression, avec une expression négative ici, péjorative, et le superlatif positif, la plus commode. C'est donc, alors inutile d'entrer forcément dans le détail de la relative adjective qui suit, hein, et qui tient le milieu des deux appartements, même si en l'occurrence il s'agit d'une explication spatiale de cette commodité, et que c'est entre cette explication spatiale et une explication plus psychologique et érotique, entre guillemets, que Suzanne, elle, va déplacer le curseur. Donc Figaro expose succinctement un problème logique de manière à nourrir l'explication à venir, ce qu'il va faire, et sa vision des choses s'appuie sur une confiance dans les rôles sociaux, ça c'est très très important, confiance qui est traduite parfaitement par l'utilisation des titres, Madame, Monseigneur, et le langage habituel, hein, le château, les appartements, et cette commodité donc qui est une perception de l'espace par un domestique commode pour celui qui doit s'y déplacer le plus rapidement possible, d'où les deux interjections qui suivent, hein, crac et zeste, conséquence donc de la soudaineté de l'événement. Dès lors qu'il est sonné, il doit réagir, et c'est cette rapidité donc qui est traduite par ces deux expressions, et cette rapidité par ailleurs, et ces expressions traduisent surtout sa perspective de domestique. Donc une espèce d'idylle domestique est proposée ici par Figaro, et ce que j'indique dans cette partie-là, c'est l'hypothèse, donc je m'intéresse à l'hypothèse au présent, si Madame est incommodée, ce qui d'ailleurs aurait pu faire l'objet là aussi d'une interrogation, hein, sur les subordonnés circonstanciels, puisque les subordonnés hypothétiques font partie des circonstanciels, et sur l'interrogation, c'est l'interrogative là qui m'intéresse le plus, Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter Lucien, crac et en 3 sauts, me voilà rendu.
Ici une hypothétique, que j'ai d'ailleurs, une hypothétique et une interrogation que j'ai commentée dans la partie donc avec le texte concerné. Hypothèse donc plus procès orienté vers le futur, il n'a qu'à, et conséquence mise en valeur par une interjection, je viens de le commenter, pas de problème. Là, je peaufine un tout petit peu l'explication avec l'utilisation du rythme et le comique de geste qui peut accompagner le message en question. Et je n'ai pas commenté d'ailleurs l'interrogation, ce qui me surprend un tout petit peu, parce que j'aurais sans doute dû le faire. Mais enfin, en tout état de cause, je vais le faire immédiatement. Donc, ce qui correspond à la question, vous commenterez la subordonnée dans cette réplique. Non, ça n'est pas celle-ci. Oui, j'ai pas posé cette question. Alors, je vais la poser. Ça fera un troisième sujet de grammaire. Étudier l'interrogation à la ligne 29. Monseigneur veut-il quelque chose dans le cadre donc de la phrase tout entière. Il s'agit ici d'une seule proposition à l'intérieur d'une phrase, proposition interrogative qui est juxtaposée à une autre proposition, il n'a qu'à teinter du sien. Et cette proposition interrogative, dont on voit bien l'organisation syntaxique, puisque le sujet, qui est un sujet long et nominal, est suivi du verbe avec inversion, non pas du sujet lui-même, mais d'un pronom de reprise. Monseigneur veut-il, c'est le fonctionnement habituel lorsque le sujet n'est pas un sujet pronominal, mais un sujet nominal. Puis, on a donc à l'écrit le point d'interrogation, la ponctuation, qui donc confirme l'orientation interrogative de cette proposition. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette proposition est en relation avec une autre proposition déclarative cette fois-ci, et l'interrogation, contrairement à l'habitude, n'a pas pour objectif ici d'obtenir une information. Est-ce qu'il veut quelque chose? Il n'attend pas de Suzanne qu'elle lui dise oui, il veut quelque chose. Il utilise l'interrogation pour construire une hypothèse. Autrement dit, il s'agit ici d'un acte de langage. On transcrit l'implication de l'autre, celui qui nous écoute, on en transcrit la volonté plutôt de l'impliquer par le biais d'une interrogative qui en effet a ceci de caractéristique que c'est un énoncé qui appelle l'implication du deuxième, d'où l'importance des questions rhétoriques par exemple, qui sont autre chose à mon avis que des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, mais plutôt des questions auxquelles la réponse vient automatiquement ou est censée venir automatiquement de la personne qui est en face. Ici, c'est un point de vue un petit peu assez proche d'ailleurs, puisque c'est donc une interrogative avec un sens pragmatique, c'est le terme qu'on utilise souvent, un sens réel, si vous préférez, donc d'hypothèse. C'est comme s'il était en train de dire si monseigneur veut quelque chose, il n'a qu'à teinter du sien, ainsi de suite. Bien. Alors vous voyez que là j'ai même presque dépassé les 2 minutes, mais enfin en tout état de cause, on peut très bien utiliser la question de grammaire dans l'explication, et là j'ai fort bien nourri l'explication, et je peux passer au deuxième mouvement, puisque précisément la réaction de Suzanne montre bien qu'elle commente l'énonciation précédente, fort bien, mais quand il aura teinté, et là c'est ma deuxième question, vous commenterez la subordonnée, enfin la première de celle que je vous ai dit tout à l'heure, vous commenterez la subordonnée dans cette réplique. En effet, c'est une subordonnée temporelle avec un futur antérieur qui suppose dans la subordonnée un moment postérieur au procès indiqué par reprise donc du procès indiqué par Figaro lui-même. Il n'a qu'à teinter du sien, mais quand il aura teinté, il y a donc une subordonnée qui déclenche un repérage temporel dans le passé, qui suppose qu'on se projette dans un futur juste après, en fait, il s'agit d'une postérité très très proche, juste après le moment où il aura teinté, et au moment où Figaro sera parti, avec ici, pour te donner quelque chose, quelques bonnes et longues commissions. Là j'ai en l'occurrence commenté cette partie-là, donc une construction infinitive, un groupe prépositionnel infinitif
qui remplace en l'occurrence une circonstancielle de but pour te donner quelque chose, donc il teinte pour quelque chose avec un but. La temporelle déclenche une autre action, déclenche en l'occurrence zeste en deux pas, il est à ma porte. Faites attention ici, hein, donc c'est pas il sera mais il est, hein, qui insiste sur le caractère extrêmement proche et extrêmement vif de cette action du conte, autrement dit, qui n'attend que le moment où Figaro sera parti pour pouvoir en profiter. Et deuxièmement, en dehors du fait donc que Suzanne insiste sur cette espèce de concomitance calculée de la part du conte entre le fait de teinter et de faire croire à Figaro qu'il a quelque chose à faire, puis le fait d'en profiter, il y a aussi, cette fois-ci, une explication plus rassérénée de la part de Suzanne, et Suzanne qui, donc, va traduire, expliciter un certain nombre de choses qui n'étaient pas évidentes à l'esprit de Figaro, et là vous avez un certain nombre d'éléments importants dans ce contexte, donc ligne 34, 36 à 42 par exemple, avec une tournure emphatique, avec une séquence de présentatif qui est importante aussi dans la mesure où elle met en valeur le propos. Hein. Il y a mon ami que, c'est ici un présentatif et une proposition subordonnée, c'est sur la tienne qu'il a jeté ses vues, on voit ici aussi une tournure extractive avec il a jeté ses vues sur la tienne, donc qui est un complément du verbe prépositionnel en l'occurrence, qui est extrait et mis en tête de phrase, donc deux constructions emphatiques qui mettent en valeur le propos et le caractère extrêmement important de l'information qu'elle est en train de donner. Il s'agit de persuader Figaro et de lui donner les éléments essentiels de sa communication. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de tes plaisirs et mon noble maître à chanter me répète, ainsi de suite, là encore, à la fois une information mais une extraction, ce que le loyal Basile, c'est toujours ces formes emphatiques, extractives ou présentatives qui sont utilisées pour, comment dirais-je, dramatiser le langage, une dramatisation, une espèce d'intensité construite par le biais de la syntaxe. Et réaction cette fois-ci très intense et très rapide de Figaro qui s'indigne, qui menace, hein, utilise le fameux argument du bâton, l'argumentum baculinum de la comédie latine, et ironise. En l'occurrence, cette fois-ci, il retrouve son rôle de valet de comédie issu du Picaro, et donc ces explications relancent l'action, et lancent plutôt l'action, puisqu'il s'agit de la scène d'exposition, et précisément, il s'agit de lancer l'action de la part du personnage central, et qui va déclencher toutes les autres séquences. Voilà pour les éléments qu'on peut mettre en valeur à partir du propos qui est dans cette explication, que je n'ai pas relu beaucoup d'ailleurs. On peut le relire et être un tout petit peu plus précis sur l'accélération de l'échange, mais vous voyez déjà qu'en 8 minutes, hein, que j'ai déjà dépassé largement, on est fort au fait de la façon dont le texte fonctionne, et c'est la seule chose qu'on vous demande. Hein. Il ne s'agit pas de faire une explication technique du passage, il s'agit de s'appuyer sur 2 ou 3 éléments majoritaires qui sont estimés comme étant absolument essentiels à la dynamique du passage pour en comprendre le fonctionnement à la fois dans la scène et dans l'œuvre. Et c'est exactement ici ce que nous avons fait. Concernant les questions de grammaire, pour la subordonnée, il s'agit tout simplement d'insister sur le fait que c'est une subordonnée temporelle et que sa construction permet de situer, de changer de perspective, puisque on a une construction temporelle avec un futur antérieur, hein, quand il aura teinté, et une reprise du propos précédent en même temps. Donc à la fois une transcription plutôt une reprise du débat, quand il aura teinté, signifiant certes, tu viens de dire qu'il aura teinté et je reprends l'idée, mais que cette information, ce propos devient le thème de la phrase suivante, et, en l'occurrence progression à thème linéaire, ajout d'une information importante,
laquelle est déclenchée par une subordonnée temporelle qui projette dans un futur qui suit donc ce point dans le passé, d'où l'utilisation du futur antérieur. Enfin, concernant les négations, puisque je n'ai pas répondu au propos, on a ici quelque chose d'assez proche, puisqu'il y a bien un changement de perspective. Nous avons deux négations, non pas chez sa femme, c'est sur la tienne, et il espère que ce logement ne nuira pas. Nous avons une négation sur un groupe nominal, non pas chez sa femme, un groupe nominal en l'occurrence prépositionnel, mais une négation qui est la négation du verbe précédent. Il veut rentrer au château, mais il ne veut pas rentrer chez sa femme, donc le non pas s'appuie sur un groupe nominal mais reprend par ellipse le verbe précédent, et il espère que ce logement ne nuira pas, c'est ici la négation à l'intérieur d'une subordonnée complétive, et ces deux négations ont un fonctionnement purement polémique. Il s'agit d'inverser la valeur de vérité d'un énoncé positif. Il aurait dû s'intéresser à sa femme et il n'aurait pas dû espérer que ce logement aurait pu lui nuire si on ne l'avait pas choisi, d'où l'idée qu'elle ne le choisisse pas. Et donc, une négation qui oppose une vision affirmée des choses et une vision niée, la vision niée étant moins une description d'un fait que la volonté de le refuser de la part de Suzanne. Donc voilà pour ce qu'on peut faire aussi de la négation. J'avais dit que je faisais une demi-heure, on a un tout petit peu dépassé, mais on y est. Je pense que toutes ces informations sont claires, en tout cas je l'espère, et éclairantes pour la façon dont on peut utiliser ces documents. Soyez simple, dès que vous avez compris le passage, dès que vous voyez à l'intérieur de ce passage un mouvement, ça suffit. Ça n'est pas plus qu'on vous demande. Il faudra surtout ne pas entrer dans le détail d'une phrase, d'une autre, parce que vous connaissez par cœur mon truc et que vous l'avez appris par cœur. Ça n'est pas ce qu'on vous demande. Vous allez choisir dans cet élément tout ce qui vous intéresse, 2, 3, 4 procédés saillants. Et avec ces 4 procédés saillants, vous voyagez à l'intérieur du texte de manière à comprendre et à faire revivre la dynamique du texte à la personne qui vous interroge. Et donc, par exemple, une conclusion sur le rôle essentiel du comique à l'intérieur de la question sociale et politique qui est présentée, et on peut soit considérer comme moi que cette question sociale et politique est quand même tempérée par une approche comique, ce qui n'empêche pas qu'elle existe. On peut aussi utiliser, deuxième possibilité, une autre scène de complicité et de stratégie, cette fois-ci entre Suzanne et Figaro au fil de la pièce. Je vous invite à renvoyer, je vous renvoie pour une fiche possible au PDF, puisqu'ils sont faits pour ça, sur la pièce tout entière. Et enfin, on peut aussi faire des commentaires sur, par exemple, la mise en scène de la Comédie Française en 2009, qui montre bien le parallèle qu'il y a entre l'installation dans la chambre des deux fiancés et l'installation de la pièce elle-même sous la forme d'une espèce de métalepse, pour utiliser le terme complexe, c'est-à-dire une intervention directe des personnages sur l'organisation de la pièce, comme s'ils devenaient eux-mêmes les metteurs en scène de cette scène, ce qui d'ailleurs est un petit peu le cas de Figaro, on le voit bien à la scène 11 de l'acte 1. Donc voilà pour des ouvertures possibles et intéressantes pour cette orale. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur cet acte premier, scène 1, et j'espère en tout cas que vous avez des idées un tout petit peu plus claires par rapport à ce qu'on vous demande, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réagir et à me poser des questions. Voilà, à bientôt.